Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Tout de suite les titres de cette édition. Une centaine de journalistes réunis ce jeudi à Tunis pour protester contre la politique répressive du pouvoir contre les médias. Dans le pays, une loi antiterroriste permet aux autorités de sévir sur la divulgation d'informations. Il y a 2 jours, un journaliste a été condamné à 5 ans de prison en appel pour avoir voulu protéger ses sources. Au Niger, la situation s'est apaisée dans le département de Bani Bangou, une région qui était auparavant le théâtre de rivalité entre communautés. Eh bien, ces derniers jours, un accord a été conclu pour calmer les tensions. Reportage à suivre d'Harold Girard. Et puis nous irons au Maroc, dans la vallée du Dra. Vous découvrirez une discipline peu connue du grand public, le hockey sur sable, un sport ancestral menacé de disparition. La liberté de la presse est-elle en constant recul en Tunisie? C'est en tout cas ce que pensent de nombreux journalistes dans le pays. Ils étaient une centaine à manifester ce jeudi dans la capitale. Un rassemblement qui survient après la condamnation en appel mardi à 5 ans de prison d'un journaliste de la radio Mosaïque FM. Khalifa Ghesmi avait refusé de livrer ses sources aux autorités tunisiennes. En vertu d'une loi antiterroriste, il a été accusé de divulgation d'informations. Notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise, a suivi la manifestation tout à l'heure. On écoute ses précisions. Comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est près d'une centaine de journalistes qui se retrouvent à crier « Nous sommes des journalistes et non pas des terroristes » d'après leur slogan. Ils protestent contre la lourde condamnation à l'encontre de leur collègue Khalifa Ghesmi. 5 ans de prison pour un article sur le démantèlement d'une cellule terroriste à Kérouan, au centre du pays. Le journaliste avait refusé, lors de son arrestation, de révéler ses sources aux autorités. Il avait été condamné une première fois en novembre 2022 à 1 an de prison en vertu de la loi antiterroriste. Et c'est en appel que la peine a été alourdie à 5 ans. Aujourd'hui, les professionnels du métier dénoncent une sentence qui est du jamais vu en Tunisie, selon leurs mots. Le journaliste bénéficie de la présomption de la bonne foi journalistique. Même s'il commet des fautes, c'est des fautes professionnelles et donc ça doit rester dans ce cadre. C'est très grave ce qui se passe maintenant en Tunisie et c'est pour cela que le syndicat des journalistes et toute la société civile se manifestent pour dire non, stop, basta pour ces procès. On en arrive à juger les journalistes sous le coup de la loi antiterroriste. C'est un terrible retour en arrière. Nous sommes en train de reculer en matière de liberté et de droits humains. C'est vraiment malheureux. Les avocats de Khalifa Ghesmi ont formé un pourvoi en cassation. La date du jugement n'a pas été encore donnée. C'est une affaire qui arrive dans un contexte très tendu pour la liberté de la presse, puisqu'il faut le rappeler, le directeur de la radio Mosaïque FM, dont fait partie également Khalifa Ghesmi, Nourdine Boutar, a été arrêté et emprisonné dans le cadre d'une autre affaire depuis la mi-février. Et c'est près de 17 journalistes, selon le syndicat des journalistes tunisiens, qui sont aujourd'hui poursuivis par la justice en dehors du droit de la presse. Et on reste en Tunisie avec cette rencontre entre Kais Saied et des dignitaires juifs, musulmans et chrétiens. Le président les a reçus au palais de Carthage, 9 jours après la fusillade survenue sur l'île de Djerba. Elle s'était produite aux abords d'une synagogue. 5 personnes ont perdu la vie. Hier, 4 suspects ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête. Jusqu'ici, Kais Saied refuse de considérer cet acte comme terroriste ou antisémite. Aujourd'hui, il a voulu se montrer rassurant envers les 3 communautés, et notamment la communauté juive endeuillée après la mort de 2 fidèles le 9 mai. On écoute le président tunisien. C'est une rencontre historique importante qui atteste de la tolérance et de la coexistence qui caractérise la Tunisie depuis des siècles. Le Ghana va pouvoir rembourser ses dettes. Le Fonds monétaire international a validé un prêt de 3 milliards de dollars pour sauver le pays du défaut de paiement. La dette du Ghana est aujourd'hui estimée à 57 milliards de dollars. Ce prêt commence avec un premier décaissement immédiat à 600 millions de dollars. Le reste sera échelonné sur 3 ans, avec pour but de rétablir la stabilité macroéconomique du Ghana. Ce sont les mots de la patronne du FMI. Le Niger à présent et cet accord qui pourrait faire bouger les lignes. Il a été conclu il y a quelques jours par les différentes communautés du département de Bani Bangou, dans la région de Tillabéri, une zone où des rivalités pouvaient parfois mener à des violences. Eh bien, de grands progrès ont été constatés depuis la signature de l'accord. Regardez ce reportage de notre correspondant au Niger, Harold Girard.
Umaru Soumana est un ingénieur des mines, mais pour beaucoup aujourd'hui au Niger, c'est un faiseur de paix. Il y a 5 ethnies dans la région de Bani Bangou. Les Herma, les Peuls, les Hausa, les Touaregs et les Arabes. Chacun a pu reconnaître que nos différends, nos rivalités amenaient encore plus de violence. On a donc conclu qu'il nous fallait un accord officiel pour vivre en paix et développer nos villages. Parmi les Nigériens, la communauté Peul, des éleveurs traditionnellement, est souvent stigmatisée, accusée d'être la plus présente dans les groupes terroristes qui sévissent dans la région par certains. L'une des premières missions du comité est donc de dénoncer ces fausses croyances. Les djihadistes diffusent des messages en langue peul et même dans les vidéos qu'ils diffusent, ils montrent des peuls. Mais malgré cette communication, on sait que ces groupes cachent la participation d'autres communautés, des non-peuls. C'est une manipulation très dangereuse. On a donc rassemblé les chefs de village, quelques peuls, de vieux sages que les gens respectent. C'est à partir de ce moment que les gens ont compris que cette violente rivalité entre nous avantageait les djihadistes. Les conflits interethniques sont le terreau principal qui alimente les violences terroristes, selon le comité. Pour Umaru Soumana, la sensibilisation des jeunes sur ces sujets est essentielle. C'est une très bonne initiative parce que nous avons vu en moins de 3 mois, il n'y a pas eu d'autant d'attaques comme avant. Et donc c'est une situation salvatrice vu que les civils se sentent engagés. À l'origine 100% civile et bénévole, l'initiative a été remarquée au plus haut niveau de l'État nigérien. Depuis ce premier succès, Umaru Soumana et les membres du comité sollicitent le soutien de nouveaux bailleurs de fonds. On va maintenant se pencher sur le scrutin présidentiel au Somaliland. Il devait avoir lieu en novembre dernier. Il a été reporté comme toutes les élections qui se sont tenues sur ce territoire depuis qu'il a déclaré son indépendance en 1991. Le Somaliland veut à tout prix être reconnu comme un pays par la communauté internationale et ce report ne joue pas en sa faveur. Cette fois-ci, le mandat du président a été étendu pour un maximum de 2 ans par la Chambre haute du Parlement. Regardez ce reportage de notre envoyé spécial à Hargeisa, Bastien Renouille. Dans ces caisses, les kits d'enregistrement des électeurs somalilandais. Le processus vient tout juste de se terminer. L'impression des cartes qui seront utilisées pour l'élection présidentielle devrait bientôt démarrer. Nous essayons de faire tout ce qui est humainement possible, aussi bien en termes d'organisation technique que vis-à-vis de la mobilisation des parties prenantes au scrutin, pour nous assurer que l'élection sera organisée comme elle doit l'être. C'est notre priorité. Le vote qui devait avoir lieu en novembre 2022 a été repoussé par les autorités à juillet 2023. Pour cet opposant, la démocratie a été affectée par le report. Cette fois-ci, il n'y a pas de raison qui puisse expliquer l'extension du mandat du président autre que sa volonté de rester au pouvoir. En tant que parti, nous pensons que ce n'est pas légitime. L'opposition a remporté les élections législatives de 2021. Elle pense donc que le chef de l'État a peur de perdre le scrutin. Plusieurs signaux inquiètent les défenseurs des droits de l'homme. Des manifestations contre le report ont été réprimées et des journalistes arrêtés. La réalité, c'est que nous fonctionnons dans un environnement semi-démocratique. Par exemple, si vous voulez aller sur les réseaux sociaux pour critiquer le président ou le gouvernement, eh bien c'est impossible. Malgré cette répression, le président nie vouloir rester au pouvoir à tout prix. Les élections auront bien lieu selon lui. Mon gouvernement a alloué 10 millions de dollars cette année pour cette élection. C'est dans le budget. Donc les discours des politiciens qui parlent de dictature et disent que je veux rester au pouvoir, je n'y crois pas. Si le vote était de nouveau retardé, après la prolongation de son mandat, Moussa Bihi pourrait rester au pouvoir jusqu'à fin 2024. Connaissez-vous le hockey sur sable? Au Maroc, on l'appelle le mokhacha. C'est une discipline ancestrale pratiquée par des tribus nomades du Sahara. Eh bien, ce sport est menacé de disparition dans la région. Les compétitions se font de plus en plus rares. Le récit de Caroline Lambolet. Une balle en laine de dromadaire et des crosses en bois de palmier. Ces nomades tentent de raviver le mokhacha,
un jeu ancestral encore pratiqué dans le Grand Sud marocain. C'est un héritage ancestral qui a été transmis de père en fils. Nous y jouons depuis des années. Nos ancêtres jouaient à ce jeu pendant leur temps libre, lorsqu'ils voyageaient en caravane et qu'ils s'arrêtaient pour se reposer. Ils fabriquaient la balle avec des poils de dromadaire et les crosses avec les arbres du désert, tout ce qu'ils avaient sous la main. Hamed El Rozlan se situe à la lisière du Sahara, près de l'Algérie. Autrefois, c'était une halte sur la route des caravanes qui menait à Tombouctou. Aujourd'hui, le village est toujours peuplé de nomades, mais de moins en moins de personnes s'intéressent au Mokhacha. Une tendance qu'essaye de contrer ses joueurs en organisant des compétitions et en encourageant d'autres personnes à les rejoindre. D'autres formes de hockey sur sable sont pratiquées en Éthiopie, ainsi qu'en Tunisie. Toutes remontent à des centaines d'années. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.